Une situation dramatique, kafkaïenne, un enchaînement d'erreurs qui aboutit à la destruction du lien entre une mère et ses enfants. L'affaire Rachel est peut-être un cas limite. On va en parler ensemble, on va se poser la question. Mais quoi qu'il en soit, elle illustre cette ignorance dans laquelle nous sommes restés collectivement sur cette question de l'autisme. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour mieux diagnostiquer l'autisme, pour éviter que ce type de situation ne se reproduise? Comment font les autres pays? Ce sont les questions que nous allons maintenant nous poser avec nos invités. D'abord, Marion Angelo Santo, bonjour. Vous êtes la réalisatrice de ce documentaire poignant que nous venons de voir. Vous nous donnerez d'ailleurs des nouvelles de Rachel. Face à vous, Claire Compagnon. Bonjour. Vous êtes déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Bonjour à vous, docteur Catherine Barthélémy. Vous êtes pédopsychiatre au CHRU de Tours, spécialiste des questions d'autisme. Et puis, bonjour à vous, Florent Chapelle, coprésident d'Autisme Info Service, un service tout nouveau d'information pour les parents. On va en dire un mot tout à l'heure, que vous avez créé avec l'acteur Samuel Le Bihan et vous-même père d'un enfant autiste. Alors tout d'abord, Marion Angelo Santo, vous êtes toujours évidemment en contact avec Rachel, avec qui vous avez passé beaucoup de temps pour ce documentaire. Peut-être nous donner de ses nouvelles. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Alors c'est un peu compliqué de répondre à cette question. À la fois Rachel, c'est comme un roseau, c'est-à-dire qu'elle plie mais elle ne rompt pas. Elle est très forte. Émotionnellement, elle fait face quand même à 4 ans bientôt de séparation avec ses enfants. À la fois, elle relève la tête parce qu'elle a repris un cursus de formation. Elle veut devenir auxiliaire de vie et je pense que ça lui ira très bien, la connaissant un peu. Par ailleurs, elle vit de grandes difficultés puisque là, devant l'état dégradé de ses enfants depuis quelques temps, en fait, les enfants maintenant vont extrêmement mal. L'aide sociale à l'enfance et le juge des enfants qui sont en charge de son dossier ont décidé de mettre fin aux visites qu'elle pouvait avoir à domicile et qu'elle avait chèrement gagnées en 3 ans et demi de placement. Et désormais, maintenant, elle les voit sous la surveillance perpétuelle d'éducateurs dans un centre dans lequel elle visite ses enfants. C'est ce qu'on voit à la fin du documentaire. D'une certaine manière, la situation s'est dégradée par rapport au léger progrès qu'il y avait eu à un moment. Hein. Très brutalement. Alors, il y a peut-être enfin, moi, en tout cas, il y a une coïncidence qui est assez frappante, c'est que c'est tout à fait concomitant du moment où on a cherché à contacter l'aide sociale à l'enfance pour recueillir des informations sur les raisons de ce placement, ou en tout cas sur les raisons... Vous pensez qu'ils se sont braqués ? Écoutez, en tout cas, s'il s'agit d'une coïncidence, elle est vraiment frappante. Florent Chapelle, vous qui êtes très impliqué dans le milieu associatif et qui êtes vous-même père d'une petite fille autiste, j'imagine que vous réagissez aussi avec vos tripes quand vous voyez ça. Oui, d'autant que ce cas n'est pas isolé. Alors lui, il est assez extrême. Hein. On ne peut pas dire que ça se passe comme ça à chaque fois. Mais il y avait un joli papier dans Le Monde il y a quelques jours qui montrait à quel point beaucoup de familles étaient confrontées à ce genre de situation, de placement abusif, et comment les familles sont démunies. D'où un peu l'importance d'Autisme Info Service. Hein. On sera en capacité de répondre sur des questions un peu techniques, un peu juridiques, et d'aider les familles qui nous appelleront en disant « ça y est, je risque d'avoir un placement, que faire ?» Bon, dans les premières heures, après on ne sera jamais leur avocat, mais en tout cas on pourra dans les premières heures leur dire rapidement quoi faire, parce que parfois l'engrenage vient aussi d'une incompréhension du système. On n'est pas tous magistrats, hein, donc techniquement quand ça nous arrive, on perd un mois, on perd 2 mois, on ne prend parfois pas toujours le bon avocat, et puis c'est l'engrenage. On va donner d'ailleurs tout de suite le numéro qui a été, donc la plateforme a été lancée cette semaine. On donne le numéro 0800 71 40 40 pour donner donc toutes les informations à des familles qui peuvent être, on l'a vu, complètement démunies. Et on y reviendra. Claire Compagnon, ce n'est pas un cas isolé, nous dit Florent Chapelle, qui cite d'ailleurs un article du journal Le Monde effectivement cette semaine. C'est effectivement le cas selon vous ? Alors c'est difficile de vous répondre. On a un certain nombre de situations. Je suis régulièrement, pas très souvent, mais régulièrement interpellée par des situations, par des personnes, souvent des mères, qui font appel à nous. Alors on est interpellé quand on appelle dans le process qui peut conduire à une situation telle que celle que vit Madame Rachel Diaz, des informations préoccupantes. Dans notre système réglementaire et législatif, on a des dispositifs qui ont été mis en place pour protéger les enfants, notamment lorsqu'il y a des risques de maltraitance. Ça veut dire que vous avez des informations sur d'autres cas
où la justice est saisie. Non, moi, et alors retire- justement, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. On a des situations qui nous arrivent avant que la justice soit saisie. Et c'est ça qui est important, parce que nous avons un principe en France constitutionnel extrêmement important, qui est la séparation des pouvoirs. Donc moi, autorité représentant de l'administration, il m'est bien évidemment impossible d'intervenir lorsque la justice a rendu sa décision. Et c'est bien la difficulté auquel nous sommes confrontés avec la situation de Rachel, puisqu'il y a eu plusieurs décisions rendues par des magistrats en première instance et en cour d'appel. C'est terrible ce que vous nous dites. Ça veut dire que dès lors que la justice s'est prononcée, après, il n'y a plus rien à faire Alors, c'est en pas- se tournant c'est- vers les pouvoirs publics, C'est vers pas vous. ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a une décision judiciaire de placement d'enfants qui a été prise. Et cette décision-là, elle doit être remise en cause, si elle doit être remise en cause, par les moyens de droit qui sont ceux que prévoit la loi, notamment des décisions, des contestations, des jugements, enfin, tout le processus juridictionnel habituel. C'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important que nous soyons saisis de ces situations-là bien avant pour intervenir et notamment, et Catherine Barthélémy en parlera sûrement, pour éviter ce qu'on voit régulièrement, cette confusion entre les signes de l'autiste et ce qu'on peut interpréter comme des situations préoccupantes de relations des enfants avec leurs parents. Et c'est là que nous pouvons intervenir, avant la décision judiciaire, avant la décision administrative, pour dire attention, il y a une suspicion, il y a peut-être un autisme, et dans ces cas-là, mettons en place toutes les questions pour être sûr qu'on est bien dans une situation Mais dans le cas d'autisme. précis de Rachel, vous nous dites en fait qu'il n'y a aujourd'hui rien à faire du côté, en tout cas, Alors, des il y a pouvoirs à publics. faire du côté du droit et du côté de la contestation, et ça appartient bien évidemment aux parents de ces enfants. Et puis nous, ce dont nous nous occupons aujourd'hui, c'est des conditions d'accueil et d'accompagnement de ces enfants et de prise en charge par rapport à leur autisme. Voilà. Catherine Barthélémy, ça a été souligné, il y a une confusion, c'est souligné dans le documentaire, vous venez d'en parler, Claire Compagnon, il y a une confusion possible entre les signes de l'autisme et ceux de la maltraitance. Est-ce qu'on a progressé ces dernières années sur ce point-là, pour distinguer les deux phénomènes ? Alors, il est vrai que le diagnostic d'autisme repose sur des observations cliniques de signes qui sont... peuvent paraître banales. Par exemple, un enfant qui ne fait pas attention il ne se retourne pas quand on l'appelle, un enfant qui ne regarde pas dans les yeux son partenaire ou sa maman, un enfant qui s'agite inutilement et qui est, on va dire, insensible à la caresse, ou au contraire, qui réagit de manière assez paradoxal par rapport à des réactions affectives. Ça peut vouloir dire deux choses en fait. Voilà. Alors ces signes, hélas, pour le diagnostic, ne sont pas accompagnés, voyez, d'exploration biologique, de dosage urinaire, de dosage sanguin, de radiologie qui puissent confirmer le diagnostic. Donc il y a souvent une confusion entre ces difficultés qu'a l'enfant de manière congénitale, à établir une relation affective avec quelqu'un de manière stable, et puis des réactions de certains enfants à une négligence de la part des parents ou au contraire à des maltraitances de la part des parents. Donc les cliniciens doivent être formés, les médecins, les équipes médicales doivent être formés à la reconnaissance de ce trouble, mais aussi à une très bonne connaissance des supports biologiques et corporels qui induisent ces troubles chez l'enfant. Mais à la place qui est la vôtre, est-ce que vous pensez que le cas de Rachel est un cas isolé, je disais un cas limite? Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien sûr, c'est extrêmement fréquent. C'est extrêmement fréquent que les parents soient mis en cause dans le trouble de leur enfant, alors que le trouble, il est lié à des anomalies du développement de l'enfant. Donc, cette mise en cause des parents, elle aboutit à ce que le diagnostic qui est porté soit celui d'une réaction à un attachement anormal des parents à leur enfant. Et j'imagine en plus que ça peut, chez les parents, psychologiquement,
déclencher une réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'ils se sentent eux-mêmes mis en cause. Bien sûr, ce malentendu est à l'origine de situations absolument dramatiques où les parents sont mal écoutés, mal compris, et de ce fait se paniquent. Et il y a une sorte de ce qu'on appelle de spirale pathologique qui fait que la famille se retrouve en situation critique. Mais par contre, encore une fois, à la place qui est la vôtre, vous nous dites qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont concernées chaque année, Claire Compagnon? On n'a pas d'idée de ce nombre, on n'a absolument aucune idée de ce nombre. Moi, j'ai demandé dans les missions qui sont les miennes d'être tenue informée par les associations du champ de l'autisme de ces situations pour qu'on puisse essayer d'intervenir. Donc elles vous font remonter. Elles devraient me faire remonter. Elles le font peu. Donc toutes les explications sont possibles. Je pense qu'il y a aussi bien évidemment l'inquiétude des parents qui sont déjà confrontés aux services de protection de l'enfance et des services judiciaires et qui peuvent avoir des craintes d'informer une autorité administrative. Moi, je souhaite être informée de ces situations pour pouvoir prendre contact et intervenir le plus précocement possible dans ces situations. Mais comme le disait Catherine, on a un enjeu extraordinaire autour de cette question-là, qui est la question de la formation des professionnels. Et des professionnels de tous les champs, c'est-à-dire à la fois les magistrats, bien évidemment, mais bien évidemment aussi les professionnels qui interviennent auprès des enfants, dans les assistantes sociales, les éducateurs, les enseignants, et qui sont en capacité de faire cette confusion dont on parlait à l'instant. On va en parler, on va avoir le temps justement de parler de cette problématique de la formation. Juste un mot encore une fois sur ce qu'on vient de voir. On se rend compte qu'on est dans un système qui est un peu, j'allais dire, presque accusatoire et où effectivement il y a de très nombreuses familles qui peuvent du coup se retrouver dans une situation peut-être pas aussi grave, mais en tout cas du même type que celle de Rachel. Alors, Santo. Je me permets de m'exprimer parce que sur ce sujet, je le suis depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'en fait que je suis Sophie Janois, là qu'on voit à l'image sur le plateau. Très précisément, elle est claire. Bon, c'est une avocate qui est spécialiste des questions d'autisme. Donc évidemment, il y a une forme de biais puisque la plupart tous les parents qui la contactent ont un enfant dans le champ de l'autisme, dans le spectre de l'autisme, pardon. Elle fait état d'un appel par semaine d'une famille de parents qui ont reçu une information préoccupante. Il y a 52 semaines dans une année. Donc elle reçoit une cinquantaine de clients. De clients, ou en tout cas de gens qui viennent d'être victimes d'une information préoccupante. Et elle accompagne 20 à 25 dossiers, voire 30, ça dépend des années, devant un juge des enfants. Ça veut dire qu'il y a des histoires qui se judiciarisent. Moi, c'est le seul chiffre dont je dispose, ce sont les dossiers de Sophie Janois. Tout simplement parce qu'elle est en audience. On est aux alentours du 2 avril. Elle a eu 8 audiences. Elle a eu 8 audiences depuis le début de l'année, depuis que l'année a démarré, chez un juge des enfants. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc ça nous laisse quand même entendre qu'il y a un véritable phénomène autour de ces informations préoccupantes qui parfois ne dégénèrent pas. Et juste une petite précision, l'affaire Rachel, c'est un des premiers ratés en fait de Sophie Janois. Elle le reconnaît, c'est un véritable échec, mais on ne parle pas de tous les enfants qui évitent en fait de passer par le placement. Parce que parfois les familles obtiennent, enfin même souvent les familles obtiennent gain de cause. Elles obtiennent une AEMO, une assistance éducative en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des travailleurs sociaux qui viennent pendant un certain nombre de mois chez eux, à leur domicile, pour voir comment en fait les parents se débrouillent, mais ces travailleurs sociaux aujourd'hui ne sont pas formés. De sorte à ce que quand ils viennent dans une famille, quelle aide apportent-ils? Si c'est une aide pour vérifier quelles est des problématiques éventuellement éducatives, on sait très bien que ce n'est pas pertinent dans l'aide des parents qui ont besoin d'avoir des accompagnements très spécifiques pour des enfants TSA. Donc on va avoir une AEMO, donc une assistance éducative en milieu ouvert, c'est-à-dire des gens qui viennent chez vous, mais qui vous apportent quoi comme aide concrètement dans les problématiques que vous rencontrez? Parce que c'est vrai que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les familles, elles viennent chercher de l'aide et elles se retrouvent, Florent Chapelle, en position d'accusé. Oui, exactement. La machine se retourne contre eux. Et même quand la machine commence à se mettre en place, parfois ils se disent ça va pas assez vite, on va a priori me donner de l'aide, mais moi j'ai besoin d'un psychologue, de ci, de ça, et on leur reproche après.
parce qu'effectivement, il y a une méconnaissance de tout le secteur. En fait, de toute façon, en France, il y a une méconnaissance de l'autisme. On avait fait un sondage à l'époque au collectif Autisme. En 2010, on avait interrogé 1 millier de Français et 1 millier de médecins sur la connaissance de l'autisme. Et à l'époque, 80% des Français ne savaient pas ce que c'était que l'autisme, et 80% des médecins non seulement ne savaient pas, mais en plus estimaient qu'en France, il devait y avoir 1 millier d'autistes au maximum. C'était 90% des médecins disaient qu'il y en a 1 millier, et pour certains d'entre eux disaient que ça montait jusqu'à 2000, mais en fait, il y en a 700 000. Donc en fait, on en voit tous les jours, et à l'Éducation nationale, ils en voient tous les jours, dans toutes les écoles, il y en a partout, il y en a quasiment un par classe, enfin, avec 1 sur 100, vous imaginez bien, il y en a partout, dans toutes les écoles, il y en a. Et donc, ils devraient être habitués, mais les psychologues scolaires voient ces enfants arriver avec plein de niveaux différents, parce que l'autisme avec des variétés de symptômes. Non, les symptômes sont tous un peu les mêmes, mais je veux dire avec des gravités assez différentes. Et donc, ils arrivent dans les classes, ils ont des soucis, et la sanction, c'est votre enfant, vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc oui, c'est une double peine. Ce que vous nous dites, et ça c'est vraiment important parce qu'on va essayer d'élargir au fait que maintenant, voilà, aux raisons qui ont rendu possible cette affaire Rachel, on entend, Claire Compagnon, il y a beaucoup d'enfants qui passent sous les radars. Il y a effectivement 600 000 à 700 000 personnes qui seraient autistes aujourd'hui dans notre pays, et la plupart s'ignorent. Alors il y a 700 000 personnes qui sont autistes dans notre pays, 600 000 adultes et 100 000 enfants. Et il y a de moins en moins, mais il reste encore des personnes qui n'ont pas connaissance ou qui l'ont de manière extrêmement tardive de leur diagnostic d'autisme. Donc c'est un des axes forts de la politique de ce gouvernement depuis 1 an, de mettre en place les conditions d'un diagnostic précoce de ces enfants. Et pour ça, on est en train de construire un certain nombre d'éléments, de briques, d'une certaine façon, pour permettre non seulement ce diagnostic, mais ce diagnostic tôt et de qualité. C'est très important, et là-dessus peut-être Catherine Barthélemy, de les diagnostiquer très tôt, les enfants. Ça change quelque chose ? Très tôt, dès que l'alerte est posée par la famille qui va voir son médecin, il faut que le médecin ou le professionnel de santé, vous voyez, de la petite enfance réagisse. Mais qu'est-ce que ça va changer en fait, qu'il soit pris en charge très tôt ? Ça va changer parce que l'enfant se développe à très grande vitesse pendant les 3 premières années. Son cerveau se développe à très grande vitesse. Il a une malléabilité, ce cerveau, qui fait que tout ce qui n'est pas disponible chez ces enfants autistes va pouvoir se mettre en route avec des aides spécifiques, ciblées sur des fonctions qui sont majeures pour la communication sociale et pour l'adaptation à l'environnement. Donc ce cerveau, s'il est exercé très tôt par des personnes qui connaissent bien les pratiques actuelles, mondialement, qui font consensus mondial, eh bien, ces enfants vont pouvoir progresser au mieux dans leur parcours. Tous les enfants ne vont pas progresser à la même vitesse, mais ces progrès, ils reposent sur des interventions précoces, ciblées et personnalisées. Vous faites référence au... Peut-être on est obligé malgré tout de le dire. Ce serait, je pense, un plateau raté si on ne parlait pas 2 minutes de ces vieilles lunes. La psychanalyse a régné en maître sur... Attendez, c'est très intéressant parce que justement, je voulais qu'on y vienne. Cette histoire du crocodile, moi je suis tombé des nues en voyant le documentaire à propos de cette méthode. On va regarder ensemble cette méthode qui semble un petit peu d'un autre âge, cette méthode dite du crocodile en peluche. Regardez. Il y a des recommandations avec plein de bilans standardisés qui existent et qui permettent de poser un diagnostic qui est fiable, et ils ne sont pas utilisés une seule fois lors de cette période d'évaluation à l'hôpital de jour. Et par contre, je vois un moment, et là pour moi ça a été, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est le cliché total, ils lui sortent un crocodile en peluche. Si l'enfant met sa main dans la bouche du crocodile, c'est qu'il est autiste, et c'est la mère qui veut le manger, et il se laisse phagocyter par sa mère, et s'il tape sur la tête du crocodile, il s'affirme face à sa mère, et non, et tout va bien. Florent Chapelle, je vous redonne la parole. Ça ne paraît pas très scientifique tout ça.
Non, pas très. Non, parce que la psychanalyse repose sur peu de choses, voire rien en fait, même rien du tout. Donc voilà, on a eu des professionnels pas formés pendant 40 ans et aujourd'hui, bah, voilà, on les a dans les hôpitaux. La plupart des CHU ont des chefs de service qui sont un peu sur cette ligne. Alors, je disais 89, mais il y a encore cela dans le Sophie En Robert. 1989, c'est Oui. la date à laquelle cette méthode a été mise en place, c'est ça? Ah non, pas du tout. Elle a été mise en place en 1910 par Freud, puis Ah oui. Bettelheim, puis Lacan, voilà. Mais la méthode du crocodile, elle s'est installée je ne sais quand, mais en tout cas, on la retrouve encore dans des hôpitaux. À Lille, c'était encore pratiqué il y a un an ou deux. Au C'est CHU, très parce que bien vous que parliez de CHU, mais au CHU de Tours où vous travaillez, docteur Barthélémy, c'est encore utilisé ou pas? Depuis 1978, vous voyez, on a commencé à dire que l'autisme, c'était lié au développement du cerveau. Vous voyez, donc la méthode du crocodile n'a jamais existé à Tours, tout simplement. Ouais. Et pourtant, on le voit dans le documentaire, Myriam Santos, ça a joué un rôle, en l'occurrence dans l'affaire Rachel. C'est tout à fait le test qu'on a fait passer imparable à l'enfant, au cadet de Rachel, en 2012. En 2012. Donc c'est-à-dire qu'en plus, dans ce dossier médical, il est écrit noir sur blanc que l'enfant ne peut pas être autiste. C'est parfaitement exclu dans les termes qui sont employés et tout l'intérêt de l'équipe médicale se porte vers la mère. Ouais. La mère exagère, la mère surhandicap. Attention, c'est un enfant qui regarde dans les yeux, qui joue avec les autres, qui répond aux adultes. Pour cette équipe médicale, ça ne peut pas être un enfant autiste. Donc ça dit la méconnaissance profonde de toute cette équipe qui comporte quand même un psychiatre, un psychologue, un orthophoniste, un ergothérapeute, pas un ergothérapeute, un psychomotricien. Voilà, c'est écrit noir sur blanc et test imparable. L'enfant n'a pas mis sa main dans la bouche du crocodile. Claire Compagnon, vous en parliez, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est peut-être le moment d'aller plus en profondeur sur cette question de la formation des professionnels. Alors, on a plusieurs choses. On a la question de la formation des professionnels, en formation initiale et en formation continue. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on dispose aujourd'hui de données prouvées scientifiquement, d'un point de vue international, pas simplement sur la situation française, qui montrent bien que les méthodes, un certain nombre de méthodes en matière d'autisme et d'accompagnement des enfants autistes sont pertinentes ou ne le sont pas. C'est des données qui sont connues et on a une situation en France particulière qui fait qu'un certain nombre de professionnels, de par leur formation et notamment des formations à tendance psychanalytique, ont cru et croient pour certains encore que la psychanalyse est une thérapeutique de l'autisme. Il faut dire de manière très claire, et je le dis à la place qui est la mienne aujourd'hui, que ce n'est pas une thérapeutique de l'autisme. Voilà. Et donc, on a un travail de formation. C'est important, parce qu'à travers vous, voilà, vous êtes délégué interministériel. C'est pour ça que je le dis vous aussi, le dites à voilà, un certain nombre. Clairement, ce n'est pas une thérapeutique de l'autisme. Ce sont des données qui sont aujourd'hui, sur le plan scientifique, tout à fait certaines. Et donc, nous devons absolument proposer aux familles des méthodes d'intervention et d'accompagnement qui soient pertinentes sur le plan scientifique. Mais qu'est-ce que vous répondez? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont regarder cette émission, qui vont dire, mais non, mais moi, ce test, en l'occurrence, je le trouve encore valable. Enfin, parce que manifestement, on est dans le domaine de la croyance. Alors, moi, je vais prendre un exemple. Qu'on pourrait... On est face à une autre situation, à un autre trouble, à une autre pathologie. Prenons le cas du cancer. Est-ce qu'on va mettre en doute la nécessité de faire, dans un certain nombre de cas de cancer, des chimiothérapies ou de la radiothérapie ou de la chirurgie, par exemple, avec les méthodes qu'on connaît et qui sont validées? Donc, on a besoin de dire à ces professionnels, non seulement ce que vous mettez en place pour certains d'entre vous ce ne sont pas des méthodes pertinentes, mais il y a aujourd'hui des éléments de la science qui nous permettent de dire que d'autres méthodes le sont. Parce qu'il y a à la fois ces méthodes à tendance psychanalytique et il y a aussi la mise en cause des méthodes comportementales. Donc on a sur les deux aspects à travailler et c'est tout le sens du travail qu'on mène actuellement de réformer ce qu'on appelle les maquettes de formation initiale, c'est-à-dire tout l'encadrement des formations des professionnels, à la fois dans le champ de la santé, à la fois dans le champ éducatif, dans le champ du travail social. Vous voyez le ça chantier. Fait beaucoup de monde à former. C'est combien de personnes d'ailleurs? C'est des milliers de personnes. C'est des milliers de personnes. Alors toutes n'interviennent pas. C'est des milliers de personnes. Oui, mais qui chacune à leur place ont un rôle à un moment donné. Peuvent avoir un rôle dans la procédure. Dans le champ de l'autisme, absolument. Et puis on a aussi à faire évoluer les pratiques des professionnels qui sont aujourd'hui en fonction. C'est de la responsabilité
responsabilité des institutions qui les font travailler. Donc l'information, toujours. Exactement. L'information. Je voudrais qu'on prenne un peu de recul, comme on le fait souvent dans Un Monde en Doc, en regardant une archive. Parce qu'évidemment, tous ces débats sur la question du diagnostic, ces débats ne sont pas nouveaux. Je vous propose de retourner 20 ans en arrière. Nous sommes du côté de Toulouse. Et déjà à l'époque, on s'interrogeait sur la pertinence du diagnostic psychiatrique. Parmi ces enfants qui jouent en toute innocence, 4 pour 10 000 pourraient, d'ici l'âge de 4 ans, être reconnus autistiques. 4 pour 10 000, cela signifie 50 000 en France, l'un des pays industrialisés du globe où l'on continue à colporter quelques contre-vérités. 1. L'autisme est une maladie avec laquelle on naît, mais dont les symptômes ne sont visibles qu'entre 1 et 4 ans. C'est un trouble du développement, un déficit. Ici naît la confusion entre maladie psychiatrique ou bizarrerie du comportement psychologique. 2. Les parents, souvent la mère, étaient mis en cause. On affirme aujourd'hui qu'il n'en est rien. On va maintenant vers la découverte de dysfonctionnements au niveau cérébral qui, bien sûr, font de l'enfant autistique non pas un enfant qui refuse de communiquer, mais un enfant qui est en difficulté de communication à cause de ses déficits cérébraux. Catherine Barthélémy, c'est incroyable. C'était il y a 30 ans et on a l'impression qu'on en est au même point dans le débat. Non, les progrès sont tangibles. C'est vrai que la science, la connaissance du fonctionnement du cerveau, du développement du cerveau avant la naissance, au moment de la naissance, nous ont apporté beaucoup. Et donc, il y a une sorte de clivage, je veux dire, technique qui n'est plus supportable. Je veux dire, des médecins en responsabilité de diagnostic en 2019 ne peuvent plus ignorer les connaissances qui vont nourrir leur diagnostic et leur pratique. Et notamment, la grande nouveauté quand même de ces dernières années, ce sont les neurosciences. Absolument. Et ça, qu'est-ce qu'elles ont apporté? Absolument. Elles ont permis de comprendre comment des réactions particulière de ces enfants et de ces personnes tout au long de la vie étaient liées à des anomalies du réglage de réseaux nerveux à l'intérieur du cerveau. Mais pour le diagnostic, par exemple, précoce, toujours, elles aident les médecins à établir un diagnostic? Alors, il y a des équipes qui sont vraiment au travail dans le monde entier et en France pour essayer de détecter des petits signes qui sont mesurables. Par exemple, l'orientation du regard vers la personne à qui on s'adresse dès le tout jeune âge et ça se mesure, le temps de regard. Il y a des réponses au niveau cérébral qui sont mesurables par des méthodes très simples. On met un petit bonnet et puis on capte les réponses électriques des cellules du cerveau et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une hyper réaction à des stimulations auditives, visuelles, etc., qui créent un mal-être, des sensations très particulières chez ces enfants. Florent Chapelle, on dit souvent que la France est très en retard sur ces questions, notamment du diagnostic. C'est le cas? Oui, alors dans d'autres pays, on diagnostique à 18 mois. En France, je crois que la moyenne est à 5 ans, entre 5 et 6, 5. On était à 7 ans, je le précise, on était à 7 ans en 2012. Retard, pardon? Quand les professionnels ne sont pas formés, on arrive à l'hôpital et on tombe sur des professionnels qui continuent à vous dire que c'est de la faute de la mère, qui vous renvoient chez vous, et puis vous y retournez 6 mois plus tard, vous allez voir un psychologue qui ne comprend rien. Moi, je suis allé voir 3 pédiatres, 2 psychologues avant d'avoir le début d'un diagnostic. Ce que racontent les familles, très clairement, dans les travaux qu'on a menés ces derniers mois pour mettre en place ce forfait précoce, c'est la non-écoute de leur perception que quelque chose ne va pas. Les mères disent très clairement, je sens bien que celui-là n'a pas les mêmes comportements que mon enfant, mon premier enfant par exemple, ou je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne parle pas, il ne regarde pas, il ne change pas de position, il ne passe pas de la position assise à la position debout. Donc il faut qu'on outille, et c'est là aussi le travail qu'on est en train de faire, qu'on outille ces médecins généralistes et ces pédiatres qui, de fait, dans leur activité, ne vont pas nécessairement
recevoir en consultation beaucoup d'enfants autistes, de leur dire, voilà, qu'est-ce que c'est que le développement normal d'un enfant et quels sont les écarts que vous devez regarder sur ces problèmes de développement. Et on voit bien que même sur les questions de développement normaux des enfants, parfois il manque de connaissances. Et donc, bien évidemment, quand on n'a pas ces éléments de connaissance, c'est difficile de mesurer les écarts. Et là, on est en train ça va être diffusé dans les semaines qui viennent, de préparer des outils d'alerte, y compris sur des formats numériques, pour dire, voilà, quand il y a tel ou tel signe qui n'existe pas ou telle référence qui n'existe pas dans le comportement d'un enfant, ça doit tout de suite clignoter dans l'esprit du professionnel, et on va aller dans l'exercice qu'on est en train de faire dans ces outils, on mettra des clignotants orange ou rouge. Et s'il y a 2 clignotants orange, eh bien, ça veut dire qu'il faut l'adresser à un spécialiste. Voilà. Et encore faut-il que ces spécialistes soient disponibles, parce qu'il faut toujours beaucoup de temps pour obtenir parfois des consultations. Vous avez raison, les délais sont encore très importants, et c'est pour ça justement qu'une des dispositions importantes que nous mettons en place, c'est d'augmenter le potentiel et le nombre de professionnels qui vont pouvoir intervenir dans ce champ-là. Alors on en vient justement à, une fois que la recherche, le dépistage sont passés, à la prise en charge des familles. Et là, justement, là encore, on l'a vu, les familles, elles sont démunies. Marie-Angèle Santo, dans le cas de Rachel, évidemment, mais là encore, beaucoup de familles se retrouvent en difficulté pour obtenir un rendez-vous, pour voir le bon professionnel, pas trop loin de chez elle. Vous imaginez, Rachel, elle habite à Saint-Marcelin, en Isère. Elle est allée au centre médico-psychologique du coin, où elle est tombée sur des professionnels qui ne posent pas de diagnostic d'autisme et qui ne font pas la démarche d'adresser un enfant qui présente ces troubles du spectre de l'autisme à des spécialistes. Quand je parle de spécialistes, je pense au centre ressources autisme. Il y en a un par région, ou peut-être un peu plus qu'un par région. Plus que ça. Ça veut dire qu'il faut en moyenne quand même faire quelques dizaines, voire centaines de kilomètres pour... Pas centaines de kilomètres, mais il faut en tout cas des dizaines de kilomètres. Et toujours est-il que, par exemple, pour Rachel, elle n'a su, mais on parle aussi elle a su ça il y a plusieurs années, elle a dû se tourner vers des psychologues libéraux qui se trouvaient à proximité de chez elle, mais c'était presque une chance en réalité qu'elle ait dans son département quelqu'un qui avait fait la démarche, parce que c'était ce psychologue avait fait la démarche individuellement de se former pour accompagner ces enfants-là. Et donc voilà, c'est une démarche libérale qui coûte très cher aux parents. Parfois, ils ont des prises en charge, des prestations compensatoires qui ne leur permettent pas tout à fait de couvrir les coûts. Il me semble, sans dire trop de bêtises, que ça peut aller jusqu'à 2 000 € par mois de prise en charge. Le reste à charge est souvent important. Le reste à charge est énorme. Vous imaginez, Rachel, c'est quand même quelqu'un qui, par exemple, qui ne travaille pas du fait aussi de son handicap. Vous imaginez comment c'est compliqué de mettre ça en place. 2 000 € par mois pour la prise en charge, de reste à charge, pour un enfant autiste. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est un poil plus compliqué que ça. On ne peut pas dire 2 000 tout à fait, mais oui, disons que sur un SMIC plus 15 pour une quarantaine d'heures par semaine, on se retrouve de reste à charge, grosso modo 1 500 €, 1 000 à 1 500 €. Quand on a tout déduit, déduction fiscale, etc. Mais il y a 100 000 enfants qui sont concernés. Alors, aujourd'hui, il y a 100 000 enfants qui sont autistes. C'est des estimations, mais c'est des estimations qui ont un grand caractère de certitude. Ces enfants, ils sont accompagnés. Alors, il y a plusieurs types d'accompagnement de ces enfants. Il n'y a pas un modèle unique selon les difficultés et le besoin d'accompagnement de ces enfants. Cet accompagnement peut être variable. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui pris en charge dans des institutions spécialisées, soit de jour, soit à temps plein. Il y a des enfants qui sont à l'école, et heureusement, et dans l'école ordinaire, et qui sont là accompagnés par les dispositifs de scolarisation. Ça représente combien d'enfants? C'est à peu près 30 000, 40 000? Plus que ça, plus de 50 000. Plus de 50 000 enfants, oui, d'accord. Qui sont à l'école, scolarisés dans une école. Qui sont scolarisés à l'école ou dans des unités d'enseignement, ce qu'on appelle des unités d'enseignement externalisées, qui dépendent, qui sont rattachées à des professionnels. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que ces enfants, ils ont besoin d'un accompagnement à la fois pour faire des apprentissages scolaires, mais ils ont aussi besoin d'être aidés sur les problèmes de communication, de socialisation, et donc il faut des personnels supplémentaires qui aident et soutiennent les enseignants et ces enfants. Là-dessus, peut-être vous vouliez réagir, Marie-Angèle Santo. Quand on parle de scolarisation d'enfants autistes, on parle de quoi précisément? Parce qu'il y a aussi des enfants qui sont considérés comme étant scolarisés et qui font 1 heure d'école par semaine. C'est vrai.
Alors c'est vrai que vous avez raison, il faut prendre deux choses en compte. Il faut prendre le nombre d'enfants qui sont aujourd'hui scolarisés et la durée effective de scolarisation. Et on a bien montré, l'IGAS a bien montré dans le rapport qu'elle avait fait sur l'évaluation du 3e plan que cette durée de scolarisation reste faible. Mais ça, c'est des choses qu'on est en train de transformer et notamment en développant des unités spécialisées pour les enfants présentant le plus grand nombre de troubles. Et ça, on le fait dès la maternelle. Aujourd'hui, il y a en France une centaine d'unités d'enseignement pour les enfants en maternelle spécialisées pour les enfants autistes et on va en ouvrir 180 dans les 3 ans qui viennent. Il y en a 30 nouvelles qui ouvriront à la rentrée de septembre. Et sur le nombre d'heures d'accompagnement, c'est vrai que ça pose problème parce que la HAS a été très claire, donc la Haute Autorité de Santé, en 2012, elle a dit 25 heures minimum d'accompagnement. Donc quand un enfant, une mère m'appelle et me dit « bon, je suis super contente, j'ai 5 heures d'accompagnement », elle habite je ne sais où dans le Poitou, je ne vais pas lui dire « arrêtez, c'est très bien, c'est un bon début ». Je l'encourage à continuer, je lui dis « mais il va falloir faire plus ». Elle me dit « je ne peux pas ». Et c'est là où il va falloir qu'on déploie nos ailes pour essayer d'arriver à trouver des moyens d'organiser les choses autour d'elle parce qu'elle a besoin de 25 minimum. Moi, mon fils, c'était 40 heures. Une des mesures très fortes qu'on a une mesure très forte qu'on vient de mettre en place et qui sera effective en juin prochain, c'est la solvabilisation des familles pour le parcours de diagnostic et d'intervention précoce où on va financer les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les psychologues qui interviennent à la fois pour le bilan et pour l'intervention précoce des enfants entre 0 et 7 ans. Ça, c'est pour donc le repérage. C'est le repérage et l'intervention précoce. Voilà. On est obligé de s'arrêter. En tout cas, merci infiniment à tous les 4 d'avoir été sur ce plateau, sur ce sujet évidemment mal connu. Merci de nous avoir éclairés. Je rappelle quelques ouvrages. D'abord le vôtre, Claire Barthélémy, améliorer la qualité de vie, Catherine Barthélémy, pardon, améliorer la qualité de vie des personnes autistes aux éditions d'Uno. C'était avec Bernadette Roger et Ghislain Magerotte. Florent Chapelle, Autisme, la grande enquête, c'était paru en 2016 aux éditions Les Arènes. Je rappelle bien sûr le numéro qui vient d'être mis en place, Autisme Info Service pour les familles qui ont besoin d'informations. Et le site. Et le site, bien sûr. Autisme Info Service. Au singulier.fr, il est ouvert, allez-y, au moindre doute, n'hésitez pas. Et le numéro, il s'affiche 0800 71 40 40. Merci à tous les 4. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un monde en doc.